Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse puisque j'introduis le premier podcast de Nouvelle Ère en compagnie de Fabrice Dubesset, qui est donc un blogueur voyageur déjà très expérimenté dans son domaine. On est donc actuellement à Bogota, très contente d'avoir eu l'opportunité de le rencontrer. Et donc l'idée, c'était vraiment de vous le présenter et qu'il vous parle à la fois de son passé et à la fois de son expérience en tant que voyageur et entrepreneur. Eh bien, écoute, Fabrice, est-ce que tu pourrais te présenter aux participants, histoire qu'ils sachent un petit peu plus qui tu es? Ouais, alors bonjour Sarah, bonjour à tous. Je m'appelle Fabrice, je suis blogueur voyage professionnel, enfin c'est mon activité principale depuis maintenant 2011, parce que j'ai créé ce blog de voyage en 2010 à l'époque. Voilà, je suis digital nomade, c'est-à-dire je vis une grande partie de l'année à l'étranger. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas passé un hiver en France, en tout cas. Je suis basé en ce moment à Bogota, en Colombie. Hein. C'est un pays que j'ai découvert il y a longtemps et tombé amoureux quand même de la Colombie. Puis j'aime bien l'Amérique latine d'une façon générale. Voilà, j'ai aussi un événement qui s'appelle le Digital Nomad Starter. C'est un événement qui a lieu chaque année à Paris, le temps d'un week-end fin septembre. Voilà, cette année, ça sera en 2020, en octobre. Ok. Je suis coach aussi. J'ai écrit plusieurs e-books. J'ai aussi un podcast autour du voyage et de la vie nomade. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois aussi. Il faut savoir que oui, Fabrice, du coup, personnellement, je l'ai connu justement via son expérience au niveau des conseils, au niveau des tips pour l'Amérique latine. Il a un blog vraiment très complet et c'est pour ça que je trouvais vraiment très intéressant de vous le présenter. C'est vraiment une source d'information en termes de voyage solo, en termes de voyage en général, vraiment pour partir avec des petits budgets, des grands budgets. Moi, personnellement, en tout cas, ça m'a énormément aidé. Fabrice, maintenant, si on revient avant tout ça, avant tes événements, ta vie d'entrepreneur, le fait d'être coach, le fait d'être digital nomade, comment tu as commencé à voyager finalement? J'ai commencé à voyager. Je crois que ma première vraiment expérience de voyage à l'étranger, c'est quand je suis parti à 22 ans à Londres, quelques mois, comme pas mal de Français, tu sais, il y a quand même pas mal de Français qui partent à Londres comme ça pour apprendre l'anglais, faire barman, comme ça, faire des petits jobs. C'était une super expérience. Je l'ai fait, j'ai rejoint un ami pendant quelques mois. Et c'est un petit peu là, sans doute, que j'ai attrapé. Alors, le goût du voyage, c'était pas un voyage, mais en tout cas le goût de l'expatriation. Et voilà, c'était ma première super expérience. Et puis ensuite, j'ai pas mal voyagé en Europe de l'Est. Parce que j'étais tombé amoureux d'une Roumaine à l'époque. Donc j'ai découvert aussi L'amour en voyage. voilà, la région, toute l'Europe de l'Est, que j'ai beaucoup aimé cette région. J'ai pas mal voyagé dans cette région du monde. Et puis le deuxième moment clé, disons, c'est lorsque j'ai fait une expatriation au Nigeria. C'est assez original, le Nigeria, parce que c'est pas un pays facile. Et c'était dans le cadre d'un VIA, c'est un VIE-VIA, pour ceux qui connaissent, un volontariat international en entreprise ou en administration. Donc c'est un statut et un contrat de travail pour les moins de 28 ans. Et c'est super, ça m'a permis de refaire une expatriation dans une culture autrement différente que l'Angleterre et que Londres. Et ensuite, au terme de ce contrat de travail, j'ai fait une traversée de l'Afrique de l'Ouest en moto, avec une petite 125 là, cm3 tout seul. Et là, pour tout te dire, c'était un peu presque une sorte de voyage initiatique, tu vois, pour le coup. Ouais, ça t'a appris beaucoup humainement, ça t'a permis de vivre un déclic, non? Un déclic, peut-être que le mot est un peu fort parce que c'était pas aussi déclic, enfin c'était pas aussi soudain, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a eu un avant et un après. D'accord. Et c'était fantastique en fait, d'abord parce que c'était mon premier long voyage tout seul, et ensuite c'est ce sentiment de liberté que tu peux avoir quand tu voyages en moto, par exemple, et c'était génial.
fantastique. Ouais, bah oui. C'est pas vraiment les vacances bien organisées avec un hôtel. Non, là, c'était vraiment au feeling. Tous les jours, tu t'arrêtais où tu pouvais. Enfin, c'était pas l'organisation, quoi. C'était plus l'improvisation. Ouais, j'avais pas vraiment. Enfin, j'avais vaguement un plan parce que j'avais 3 mois, quoi. Donc il fallait avancer, mais voilà. La ligne directrice, c'était surtout la route, en fait. Enfin, voilà, je m'arrêtais un petit peu quand j'étais fatigué ou quand ma moto avait un problème. D'accord, ok. Et dans ces premières expériences de voyage, est-ce que ça a été facile pour toi de te lancer dans ces voyages ou est-ce que tu as eu quand même des craintes? Est-ce que tu as eu des blocages à surpasser quand même ou ça s'est fait plutôt naturellement? Non, j'ai eu des blocages. J'ai eu des blocages, ouais, des peurs à dépasser. En fait, euh, pour être franc, je crois que c'était après mon expérience à Londres, il me semble. Je voulais, j'avais prévu l'été de rejoindre un ami en Roumanie. Euh, et, euh, et pour tout dire, j'y suis pas allé finalement. Je me suis dégonflé en fait. D'accord. Et c'est la seule fois où je me suis dégonflé. Bon, c'était au début. C'était le premier voyage. Je sais pas, quand j'y repense, c'est stupide, hein, évidemment. Et pourquoi du coup tu t'étais dégonflé? La peur de l'inconnu, la peur de prendre l'avion tout seul et d'aller le rejoindre dans un endroit, dans un coin paumé de la Roumanie. Je sais pas, à l'époque, j'avais pas vraiment voyagé. Je sais plus. Il y avait un problème de billet d'avion aussi. Je sais plus du coût du billet d'avion, ou alors c'était un prétexte. Je sais plus vraiment. Mais bon, en fait, voilà, si j'avais vraiment voulu y aller, j'y serais allé. Ça. Et puis ensuite, ben, là, lorsque je te parlais de ce voyage, quand même, c'était assez intimidant, hein. Il a fallu quand même, parce que là, je partais tout seul à travers l'Afrique de l'Ouest. J'avais jamais fait de moto. En fait, j'ai appris la moto au Nigeria, donc pendant un mois, là, avec un espèce de professeur, tu vois, j'apprenais à démonter un carburateur, à nettoyer les bougies, tout ça. Ah Mais voilà, ouais. là, je partais tout seul quand même, voilà, avec une moto qui allait être assez défaillante en plus. Donc c'était un petit peu quand même assez intimidant. Il a fallu quand même que ouais, tu vois, j'avais peur, mais je voulais le faire. Donc mais il y avait un petit peu cette lutte entre les deux. Mais c'était quand même l'envie, heureusement, qui a gagné, qui a dépassé mes peurs. Mais en tout cas, c'était présent. Donc c'est pour ça que je te parle de cet épisode par rapport à ta question. Et peut-être la dernière fois que j'ai eu peur, c'était quelques années après, lorsque je suis parti plusieurs mois en Inde. En Inde, ok. Enfin, vite fait, hein, juste avant de prendre l'avion, parce que c'est assez intimidant quand même l'Inde. Et voilà, c'est tout. D'accord, c'était intimidant par rapport à la culture, les gens vraiment qui diffèrent, qui respirent autre chose qu'en Europe ou... Bah, l'Inde, tout est extrême. Le monde, il y a beaucoup de monde, les couleurs, les senteurs, ce que tu vois dans la rue, les expériences, la masse, quoi, qui peut être oppressante. C'est d'accord. très différent. Et cette ambiance aussi un petit peu spirituelle qui... Enfin, moi, ça me dérange pas, mais voilà, certains, vu que certains pètent un câble, ça doit impacter, tu vois. Donc voilà. Ouais, c'était vraiment autre chose. Non, mais bon, là c'était 1 heure avant de prendre l'avion, hein. Ah, d'accord, ok. Donc c'était vraiment léger. Mais il y a aussi le moment où, la veille où je suis parti au Nigeria, là je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que je vais aller faire dans cette galère, quoi. Parce que tu disais des trucs sur le Nigeria, c'était assez intimidant. Ouais, Puis voilà, ça avait rien à voir avec l'Europe, là c'était l'Afrique. ouais, c'est clair. Lagos, c'était une ville de ouf, quoi. Et ouais, franchement, j'ai hésité à annuler en fait. Ah ouais. Heureusement, je l'ai pas fait. Et donc justement, à mon avis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que tu le fais quand même, malgré tes peurs, qu'est-ce qui fait que l'envie est plus forte, qu'est-ce qui fait que tu vas malgré tout sauter le pas, tu vois. Si tu devais donner un conseil aux gens, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont plus ou moins dans cette situation, de vouloir secrètement faire quelque chose ou se prouver des choses ou aller expérimenter une nouvelle vie, mais il y a soit la peur en effet de l'inconnu, soit peut-être la peur de la réaction des autres, de leurs proches, etc. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive quand même à sauter le pas malgré tout ça, malgré cette peur ou ces obstacles externes? La première chose que je dirais, c'est que d'abord, avoir peur de l'inconnu, avoir peur de faire certaines choses,
de partir tout seul en Inde alors qu'on n'a jamais quitté la France. Je veux dire, c'est naturel en fait. Tout le monde a plus ou moins... L'intensité, en fait, elle varie juste selon les individus. Mais la personne limite qui a jamais peur, c'est limite qu'elle a un problème psy, en fait. Parce que, en fait, ça fait partie de l'être humain d'avoir peur de l'inconnu. Donc, c'est tout à fait normal. Et je pense que déjà, il faut l'accepter. Il faut accepter cette peur, reconnaître que c'est normal. Voilà, qu'on n'est pas un super-héros, que c'est normal. Comme ça permet de l'apprivoiser et peut-être même de la dépasser, tu vois, justement. D'accord. Et ensuite, ce qui permet de la dépasser, c'est justement de la raisonner, de raisonner cette peur, de se dire qu'elle est naturelle, qu'elle fait partie, voilà, et que ensuite, il faut essayer de regarder. Ensuite, en fait, ce qui permet de vaincre cette peur, c'est sa motivation, en fait, c'est essayer de se raisonner et voilà, de se dire que ça va aller. De voir tout ce que ça peut apporter plutôt que ce qui peut potentiellement nous arriver finalement. Ouais, et puis penser plus, essayer de se projeter plus dans ce qu'on va faire, tu vois, dans l'après, qu'est-ce qu'on peut ressentir après quand on va faire ce qu'on veut faire, tu vois. Ce qu'on va ressentir pendant et après, en général, c'est des trucs positifs, tu vois. C'est des sensations, c'est des bonnes sensations. Donc, essayer un petit peu comme ça de se projeter mentalement et de se dire que la peur, c'est juste un truc qui est là pour nous limiter et c'est du court terme, quoi. C'est un truc, c'est juste une barrière court terme. C'est une réaction neurologique, quoi. D'accord, ok, super. Ok, très bien. Et donc, aujourd'hui, maintenant, tu as carrément un blog où tu as finalement donné l'information au plus grand nombre via tous tes projets, tous tes voyages. Et aujourd'hui, tu es donc ce qu'on appelle un digital nomade. Qu'est-ce que le digital nomadisme? Parce que je pense que tout le monde ne sait pas vraiment ce que c'est. Un digital nomadisme, c'est pas un métier, c'est un mode de vie. C'est simplement, pour faire court, la faculté de pouvoir voyager et travailler d'où l'on veut. Voilà, c'est l'accès à l'indépendance géographique en fait. C'est pas forcément le cliché un petit peu du gars qui part avec son laptop qui bosse au milieu de la piscine dans un pays tropical et qui change de pays tous les mois. Ça existe, mais c'est pas forcément. En fait, la réalité, c'est pas forcément ça, c'est beaucoup plus nuancé. C'est simplement, voilà, il y a autant de modes de vie, il y a autant de choix qu'il y a d'individus, et ça peut être simplement, voilà, de partir, de quitter, de fuir l'hiver en France pour aller passer 4 mois, voilà, dans un pays chaud. Ça peut être aussi simplement, encore plus simplement, le choix de pouvoir vivre n'importe où en France, que ce soit à la campagne ou dans une autre ville, dans le sud, etc. Voilà, de quitter la grisaille, je sais pas, de Paris, désolé pour les Parisiens, de Paris, pour ceux qui habitent et qui en ont marre, tu vois. En fait, c'est simplement, c'est avant tout un mode de vie et c'est avant tout avoir le choix. Ouais, avoir le choix d'habiter où on veut, de travailler d'où on veut. Ok, et quelles sont les différentes formes finalement de travail en tant que digital nomade? Alors disons qu'il y a essentiellement on va dire trois formes, 3 statuts, sans rentrer dans les détails. Et déjà, il y a quand même les salariés qui ont la chance de pouvoir travailler à distance, en remote work, comme on dit en anglais. D'accord. Alors ça, c'est encore le télétravail, tu veux dire? Voilà, le télétravail. Donc ça, c'est encore minoritaire, mais ça se développe de plus en plus quand même. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a les indépendants qui créent leur activité pour être plus libre, simplement. Ouais. Comme toi, par exemple? Comme moi, par exemple. Donc ça, c'est une bonne partie des gens. Et puis, il y a aussi quand même des gens qui ont déjà une activité en France, mais qui la rendent mobile, tu vois. Qui deviennent freelance, des freelances, en fait, qui le sont déjà. Tu vois, et qui ont décidé d'adapter leur activité, de la rendre mobile pour pouvoir travailler à distance de n'importe où dans le monde. Et ensuite, parmi les activités, il y en a tellement... Oui, voilà. C'était vraiment les formes surtout qui m'intéressaient pour que les gens sachent vraiment les 3 options possibles. Mais ok, super. Aujourd'hui, du coup, tu as un blog qui s'appelle Instinct Voyageur. Instinct Voyageur. Ah, pardon, ouais, Instinct Voyageur. Et donc, ça fait combien de temps tu disais que tu as créé ce blog? Je l'ai créé à l'été 2010. Déjà. Ah ouais, ça va faire... Tu vas bientôt fêter tes 10 ans, là. Ouais.
C'est dingue, faut que je pense à un truc. Faut que je pense à un ouais, truc. faut que tu fasses quelque chose. Ouais, franchement, bravo. Et donc, du coup, dans la mise en place de cette activité, comment ça s'est passé? T'es passé par quelle phase? Enfin, j'imagine que ça n'a pas été facile. Alors, moi, je suis un autodidacte du web, pardon. Donc, il m'a fallu beaucoup apprendre au début. J'avais un boulot salarié au début, donc j'apprenais, je développais mon blog. Okay. J'ai fait ça pendant 7 mois, 8 mois, 10 mois en même temps. Donc, ça me prenait beaucoup de temps. C'était beaucoup de travail les soirs et le week-end. Et après, j'ai décidé de lâcher mon boulot et de faire ça à temps plein, parce qu'à un moment, il faut faire les choses à temps plein si tu veux mettre toutes les chances de ton côté. Il faut faire un choix à un moment. Et donc voilà, j'ai fait toutes les choses. J'ai fait ça à temps plein. Et puis je suis parti en Colombie. J'ai consacré tout mon temps à voyager et à développer mon blog. D'accord. Et finalement, ça s'est fait. Enfin, j'ai eu la chance. J'aime pas trop dire la chance parce que c'est quand même beaucoup de travail, mais dans le sens où j'ai eu la chance, c'était que je l'ai fait au bon moment. À l'époque, j'étais un des premiers blogs des premiers blogs de voyage, tu vois, un petit peu avec cette optique d'aider les gens, d'apporter des conseils, etc. Donc, ça a été. C'est toujours plus facile quand tu es dans les premiers, quand tu lances un nouveau truc, si tu veux. Et voilà, c'était. Moi, quand je me rappelle de ce moment-là, de ces premières années, c'est des chouettes moments. J'ai un petit peu presque de nostalgie, tu vois. Quand j'y repense, ouais, parce que je me rappelle. Parce qu'on voit vraiment là la progression au début. C'est que tu arrives à vivre de ta passion, tu vois. C'est quand même génial, quoi. Ouais. Tu vois, je me rappelle, au début, je me pinçais des fois pour voir si je rêvais pas. Vrai? Ah ouais? Oui. C'est génial. Pas fait tout le temps, mais un petit peu au début. Mais je me rappelle, tu vois, de cette sensation, c'était génial. D'arriver à pouvoir vivre de ta passion. Et en fait, surtout. D'arriver cette fois-ci vraiment à te sentir en phase avec toi-même, avec ce qui tu es, avec ce que tu voulais faire. C'est clair. À la base, je voulais pas forcément faire blogueur voyage en fait. C'était juste faire quelque chose, surtout ma motivation, même avant, parce que je me suis cherché un petit moment en fait, c'était vraiment arriver à faire une activité dans laquelle je m'épanouisse et qui me passionne. Voilà. Pour moi, ça a toujours été mon fil conducteur pendant des années bien avant. Alors il s'est avéré que ça m'a permis d'être indépendant, parce qu'en fait le but c'était même pas forcément d'être indépendant en fait à la base, tu vois. C'était faire quelque chose que j'aime. D'accord. Tu vois. Donc ça pouvait être pour le compte de quelqu'un d'autre finalement. Ça aurait pu. Peut-être ça aurait été un peu moins le cas, peut-être ça aurait été un peu plus contraignant, donc peut-être voilà. Je sais pas, peut-être que je me serais finalement pas retrouvé là-dedans. Finalement, peut-être qu'il me fallait vraiment cette liberté. Et peut-être que ce qu'il me faut, c'est être indépendant. En fait, je saurais pas, tu vois, parce que je peux pas comparer. Ouais, tu l'as pas expérimenté. Mais du coup, j'ai eu ça. Et en plus, évidemment, je me suis vite fait au fait d'être indépendant avec la liberté que ça procure. Super. Et donc, du coup, tu as quitté ton job au bout de combien de temps? Quand tu disais qu'à un moment donné, il faut faire un choix, tu as fait ce choix au bout de combien de temps? C'était 8 mois, quelque chose comme ça. 8 mois après avoir commencé ton travail. Ah, après avoir créé ton blog, ok. Ouais. D'accord, 8 mois après. Ok, ouais, ça a été plutôt rapide alors. Qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, ça y est, c'était le moment de quitter ton job, c'était le moment de vraiment s'y consacrer à 100%. Pourquoi c'était à 8 mois et pas à 7 ou à 9? 8 mois parce que c'était la fin d'un contrat, déjà. Ah d'accord, ok. Tu vois, j'étais pas en CDI, donc après, c'était la question de renouveler pour un long moment ou pas. Donc c'était... Voilà, je crois que c'était essentiellement dû à ça. Voilà, j'ai longtemps réfléchi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à travailler en même temps, à développer mon truc, ou je le fais à plein temps? Voilà, après, c'était sans doute pas la seule raison. Il y avait une lassitude, il y avait une envie de... Mais là, je saurais pas trop t'expliquer pourquoi. Des fois, il n'y a pas forcément... comment dire? Des fois, il y a une occasion, souvent... Mais il n'y a pas forcément un déclic, tu vois, un truc qui vient comme ça, où tu te réveilles un matin en te disant non, machin et tout. C'est souvent, je pense, c'est souvent le résultat d'un processus, tu vois. Tu vois, d'une maturation, tu vois. C'est un peu comme, tu vois, la personne qui fait, pour ceux qui font de la plongée, c'est la bulle qui monte à la surface, tu vois. D'accord, ouais. À ce moment-là, voilà. D'accord, ok. Et donc, avant d'être digital nomade, si j'ai bien compris, tu as eu cette expérience de travail à Londres,
Tu as eu cette expérience de travail de 8 mois. Tu as eu d'autres expériences aussi de travail avant de pouvoir devenir entrepreneur, enfin, digital nomade? Tu veux dire d'autres expériences en tant qu'indépendant, enfin, En tant que salarié. En tant que salarié. Ah oui, avant, j'ai travaillé pas mal comme... En fait, dans ma vie d'avant, j'étais documentaliste. D'accord, exactement. Ok. Donc, moi, documentaliste, c'est-à-dire, tu sais, les spécialistes de la gestion de l'information un petit peu. Dans les bibliothèques d'école? Alors, il y avait j'ai fait un peu de tout. Lycée, documentaliste en lycée, dans des sociétés privées, à l'université, dans un centre culturel au Nigeria. D'accord. Voilà, c'était ce que je faisais avant. Et cette vie de documentaliste t'a permis quand même de faire des voyages à de nombreuses reprises, parce que du coup, avant de monter ton blog et tout ça, t'as été un très grand voyageur. Donc, Avant, en fait, pendant des années, j'ai opté pour comment dire, j'ai opté pour une vie en fait qui me permettait de faire des longs voyages. Pourquoi? Parce que je cherchais uniquement des CDD. Voilà. D'accord, ok. Donc tu choisissais, tu avais l'objectif d'avoir que des CDD pour pouvoir après avoir une période de temps libre d'un certain nombre de mois pour pouvoir voyager et découvrir le monde, c'est ça? Voilà, quelques mois, et puis je revenais. Voilà. J'économisais, je partais, après je revenais. D'accord. Voilà, je faisais ça pendant 3-4 ans. D'accord. Plus ma période en Afrique. Bon, c'était un peu différent, c'était une expatriation, quoi, un contrat de travail. D'accord. Et juste là, on revient un petit peu en début, mais il me vient des questions comme ça en parlant. Du coup, ce goût pour le voyage, cette volonté déjà dès le départ d'opter pour une vie un peu atypique, d'avoir que des CDD et ensuite voyager, ça venait d'où ça? Je sais pas trop, c'était... tu veux dire le choix vraiment de quoi, cette Bah envie ouais, de voyage l'idée, tout le monde n'a pas l'idée de se dire, bah tiens, moi je vais faire que de l'intérim ou je vais faire que des CDD pour me permettre de voyager toujours quelques mois chaque année, tu vois? Ouais, c'est vrai. Alors ça dépend, moi je pense que j'avais vraiment envie de voyager. C'est un petit peu... la question n'est pas aussi... La réponse plutôt n'est pas aussi simple. Parce qu'évidemment j'avais vraiment cette envie de voyager. Le virus, je l'avais pris à Londres et puis en Afrique, etc. Après, il y a aussi le fait, et c'est un petit peu lié, que je cherchais que des CDD, donc des boulots dans lesquels je ne pouvais pas vraiment m'investir. Donc, mais aussi parce que j'avais envie de voyager. Mais le fait que je ne pouvais pas vraiment m'investir, j'avais encore plus envie de voyager aussi. Tu vois, donc c'est un peu lié. Enfin, il y a une interaction entre les deux. Tu vois, c'est pas aussi simple. Mais disons que j'ai toujours évité un CDI parce que pour moi, c'est une chaîne psychologique en tout cas. D'accord. C'est quand même plus difficile de laisser un CDI. Qu'un CDD. Comme il est plus difficile de divorcer après un mariage, c'est la même chose. Hein. D'accord, ouais. Non, il est plus facile de se séparer avant le mariage, c'est ça que tu veux dire? Il est plus difficile de se séparer quand on s'est marié. Difficile, oui, plus difficile, exact. Normalement, pour la majorité des gens. Ou alors ça peut être une révélation, après, ça dépend. Ça peut aider. Non, mais ok, d'accord. Donc oui, en fait, oui, depuis tout jeune, tu avais fait certaines expériences et du coup, c'est ça qui t'a conforté dans l'idée que tu étais un voyageur et que tu avais envie de découvrir toujours plus, que tu avais envie de cette liberté et que tu voulais pas te contraindre finalement à une vie comme celle que nous offre la société, quoi. Ouais, et après, j'ai fait en sorte que mon activité professionnelle soit calquée sur ça. Ouais. Et pas l'inverse. Ouais, et bravo pour ça, parce que justement, je pense qu'il y a plus d'une personne qui ont envie aussi d'arriver à ce stade aujourd'hui. Enfin, je trouve que ça se développe de plus en plus. Toi-même, tu l'as dit, à l'époque, tu étais peut-être l'un des premiers blogueurs. Maintenant, il y en a peut-être beaucoup plus. Pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait que ça marcherait plus pour quelqu'un que pour une autre personne? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on se démarque aujourd'hui? Tu veux dire dans le blogging voyage ou... Ouais, dans l'entrepreneuriat en général ou dans le blogging voyage, oui, comme c'est ta spécialité, peut-être, ouais, plus dans le blogging voyage. Bien, je dirais que d'abord, un des premiers critères, c'est l'envie, c'est la motivation, évidemment. Voilà, et ensuite, pour se distinguer, oui, ce qui est important, c'est essayer de toujours se distinguer. De faire différemment des autres, de la masse. C'est toujours plus difficile
quand un secteur est assez encombré, disons, il faut encore d'autant plus te distinguer, il faut encore d'autant plus peut-être travailler et être motivé, c'est sûr, comme dans tous les secteurs, mais il y a toujours voilà, moyen de tirer son épingle du jeu. Ouais, oui, bah oui. Ok, donc oui, tout se trouve dans la différenciation. Ok. Et pour toi, avoir trouvé le fait d'être blogueur voyageur, ça t'a pris combien de temps? Comment tu t'y es pris pour monter ton activité, pour savoir que c'était ça que tu voulais faire, du blogging voyage? Alors en fait, moi j'ai toujours, j'avais déjà un petit peu un passif dans le blogging, un petit passif, c'est-à-dire que par exemple quand je partais en voyage de longs mois, j'aimais bien écrire en fait et envoyer des mails à mes amis, tu sais, ou simplement un mail avec la liste d'amis, tu vois. Puis je racontais, je sais pas, j'ai toujours aimé ça en fait. Des fois, je prenais vraiment, je passais 1 heure dans le cybercafé pour raconter, tu vois. D'accord. J'y pense, j'étais un peu, voilà, pourquoi pas, je sais pas, j'avais cette envie-là, ce besoin. Et ensuite, quand j'étais au Nigeria, j'avais un petit blog sur Overblog, là, un petit blog personnel qui s'appelait, d'ailleurs, qui est toujours en ligne, hein, qui s'appelle Lagos Cœur d'Afrique, où je racontais ma vie d'expat à Lagos. D'accord. Donc là, c'était un degré supérieur, si tu veux. Tu vois, j'avais passé le 2e degré. C'est-à-dire, j'avais un vrai blog. Et même si je communiquais pas vraiment dessus, c'était vraiment un truc personnel, tu vois, de partager avec la famille, les amis. Voilà, ça allait pas plus loin en fait, l'ambition. Et donc voilà, enfin tout ça pour dire que je me suis pas réveillé pareil un beau matin, parce que ça je crois pas trop que ça existe. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour réussir dans un domaine, je crois pas trop, il y a des exceptions bien sûr, mais je crois pas trop que tu te réveilles un matin avec une idée, et subitement tu as décidé d'être chanteur ou machin, tu vois. Je crois pas trop à ça, tu vois. Ouais, toi c'était déjà, il y avait ça déjà, coulait tu vois, déjà dans ton sang, toi. Bah, il y avait déjà un petit passif dans le fait, pas forcément de bloguer, mais de raconter en fait, l'envie de partager et de raconter ce qui est l'essence d'un blog en fait. Et pour toi, aujourd'hui, les blogs, justement, dans le digital nomadisme ou dans l'entrepreneuriat en général, est-ce que c'est quelque chose qui marche encore aujourd'hui? Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un aujourd'hui de monter un blog, par exemple? Alors, déjà, entendons-nous sur les mots. Un blog, tu veux dire genre un blog WordPress, vraiment un blog, quoi. Parce que, un blog d'information, en fait. D'accord, parce que tu vois, Instagram, c'est du blogging aussi, quelque part. Dans le sens où c'est du partage, tu partages, tu vois. Ouais, mais non, c'est pas un blog. D'accord. Mais pour moi, c'est une plateforme de blogging. D'accord. Au sens large, le blogging, c'est voilà, avoir un compte Instagram et partager, interagir avec les lecteurs, idem Facebook et tout, idem YouTube et tout. YouTube, c'est un blog vidéo, tu vois. Ouais, mais blog, c'est justement, c'est article, non? C'est plus des articles. Ben, ça, ouais, pour moi, c'est la définition plus stricte, si tu veux, ouais, d'un blog et tout. Mais non, oui, un blog a toujours sa place dans une stratégie de communication. Maintenant, c'est pas le seul vecteur, c'est pas le seul canal. C'est sans doute pas aussi le moyen le plus facile, comment dire, le moins chronophage en tout cas, pour communiquer et développer une activité. Il y a d'autres moyens bien plus rapides, moins chronophages et peut-être plus efficaces qu'un blog. Mais un blog, voilà, ça reste un bon canal. Un bon canal pour développer son message ou pour vendre, etc. Parce que il y a le référencement, si tu arrives à être bien référencé, ça peut être sur du long terme, tu vois. Et puis surtout, c'est à toi. D'accord. C'est quand même un des... voilà, c'est pas comme Instagram où Instagram, le contenu, il appartient même pas à toi en fait. Tu vois, idem sur Facebook. Non seulement le contenu, il t'appartient pas, mais en plus les règles, elles peuvent changer du jour au lendemain ou le site fermé, tu vois. C'est clair. Tandis que c'est un blog, voilà, un blog sur un serveur, enfin un blog WordPress, c'est ton espace à toi. D'accord. Ok, super. Ok. Dernière petite question, parce que tu nous as parlé du positif, que quand ça a pris, voilà, c'était comme un rêve qui devenait réalité. Est-ce que tu as eu quand même des moments de creux quand même dans cette quête à l'entrepreneuriat, dans cette quête de liberté? Un moment de creux, ouais, il y a 1 ou 2 ans, ou 3 ans, enfin une petite période comme ça. Bon, une baisse de motivation en fait, parce que
parce que j'ai pas réussi, j'ai pas trouvé. Enfin, à l'époque, la baisse de motivation, c'était pas seulement par rapport à mon blog. Il y avait d'autres trucs plus personnels. Donc, tu vois, d'ailleurs, c'est ce qui est parfois difficile, je trouve. Ce qui peut être peut-être parfois difficile quand tu es entrepreneur et indépendant, c'est parfois justement l'influence que peut avoir des problèmes personnels. Tu vois, c'est quand même plus difficile. De faire la part des choses. Bah non, mais un fonctionnaire. Enfin, pardon pour les fonctionnaires. Non, je vais pas dire ça, je répète, je reformule. Disons que quand tu es salarié et que tu as un job de bureau, tu peux arriver pas motivé ou en n'ayant pas bien dormi, c'est pas grave en fait, hein, limite. Hein. Ouais. Ça va pas impacter ton salaire ou, tu vois, ou l'avancée, tu vois. Ah, oui, je comprends. Ce que je veux dire. Quand tu es indépendant, en fait, il y a moins de. C'est moins cloisonné. Ta vie professionnelle et personnelle, en fait, ça dépend, hein, mais moi, elle n'est pas du tout cloisonnée. Enfin, peut-être pas assez, peut-être. Mais en tout cas, il faut davantage, en fait, d'énergie, de méthode pour essayer de la cloisonner, pour faire la part des choses. Tu vois, ça demande plus d'efforts psychiques pour essayer de cloisonner les choses. Et quand tu n'as pas de soucis, il n'y a pas de soucis, en fait. Tout va bien. Roule. Mais si tu as un souci perso, je sais pas, un problème de famille, je sais pas, tu viens de te faire larguer, ça va un petit peu impacter, à moins que tu sois un robot, mais ça va un petit peu impacter quand même sur ton activité, tu vois, plus ou moins. Ouais. Sinon, tu es un robot, quoi. Ouais. Ou alors, vous me donnez une méthode. Mais disons que ça peut être un petit aspect négatif, des fois. Mais bon, ça a quand même plus de positif que de négatif. Hein. Ouais, c'est clair. Donc voilà, et alors je sais plus c'était quoi ta question du coup, parce que je suis pas sûr de... Là je me suis un peu écarté. Ouais, non, c'était de savoir si tu as eu des moments de creux. Ah oui. Tu as l'air de dire que tu en as eu, mais pas tellement au début alors finalement. Non, au Dans début, la phase de démarrage, ça allait tout seul. J'ai juste eu une petite interrogation, genre 1 an et demi après, où c'était mon premier retour en France en 2012. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends, bon, je continue mon blog, mais je reprends un boulot salarié, enfin, je reviens dans la vie, enfin, tu vois, ou alors je continue. Et puis je me suis dit non, bon, je continue. Bon, non, mais j'ai réfléchi, j'ai pensé à ça 3 jours, hein, ça. Mais je me rappelle bien ce moment, parce que c'était un petit moment clé. Mais pourquoi, du coup, ça t'était venu, ça? Pourquoi tu as eu ce doute-là? Pourquoi tu as eu besoin de réenvisager un boulot salarié? Parce que je pense que j'étais revenu dans mon environnement d'avant, déjà. Ah. Tu vois, même pour quelques mois, mais enfin pour une courte période, pour quelques mois, mais quand même, je pense que ça a dû jouer. Et puis ça faisait un petit moment que je me m'étais lancé là-dedans et c'était un peu comme un point de non-retour. Tu vois, ça commençait, j'en vivais déjà, tu vois, mais voilà, est-ce que je continue ou est-ce que je revis, est-ce que je sais pas, simplement peut-être le fait de revenir. Ouais, voilà. autour de toi, les non, mais proches, ça a duré, etc. Une fois, ça a duré 3 jours. Ouais, hein, d'accord. Je me suis posé la question. Donc. Ok. Et depuis, je me la suis jamais posée en fait. D'accord, super. Et donc là, pour tes projets, puisque maintenant tu vas bientôt arriver à tes 10 ans de blogueur voyageur, est-ce que tu te renouvelles? Est-ce que tu as des choses en tête, des nouveaux projets, des perspectives? Ouais, je continue. Mon but, c'est toujours de développer Instinct Voyageur, mais je voudrais y passer un peu moins de temps pour avoir le temps pour développer d'autres projets, parce que c'est bien justement je pense que tout le monde, hein, ça concerne tout le monde a un besoin plus ou moins grand de renouvellement. D'ailleurs, que tu sois indépendant ou pas, finalement. Tu vois, même un salarié, il a envie de changer de poste à un moment, il a envie de faire d'autres choses. Donc ça, c'est complètement normal. Mais pour ça, il faut avoir du temps. Donc voilà, essayer de dégager ce temps pour développer d'autres thématiques que j'ai commencé déjà à développer à travers le Digital Nomad Starter. Tu vois, cet événement maintenant qui, voilà, je pense qu'il a bien sa place. Donc continuer un petit peu à développer ces thématiques autour du digital nomadisme, entrepreneuriat, développement personnel. J'aime bien aussi tout ce qui est future of work, tu vois. Pas seulement le digital nomadisme, mais c'est un peu lié, hein, c'est un peu toutes ces nouvelles façons de travailler. Future of work, c'est quoi ça? C'est un peu une expression à la mode anglaise qui désigne en fait toutes ces nouvelles façons de travailler, que ce soit à distance, le digital nomadisme, le travail collaboratif, les nouveaux lieux comme le coworking, enfin tu vois, toutes ces façons qui amènent à penser le travail différemment, pas seulement dans les nouvelles façons de travailler, mais parce que derrière il y a un but, c'est de faire quelque chose qui a plus de sens, tu vois, de faire quelque chose dans laquelle tu t'épanouis, tu vois. Et en ce moment, je lis pas mal sur ça, tu vois, et je lisais quand même, tu vois,
il y avait quelques chiffres là que j'ai trouvé ce matin, des études et tout. Si je me souviens bien, tu vois, il y avait, par exemple, en France, il y a 2 tiers des salariés de 35 ans, tu vois, qui sont malheureux au travail. C'est énorme, tu vois. C'est énorme. Parce qu'il y a une perte de sens, tu vois. Il y a aussi le phénomène des bullshit, tu vois, des bullshit jobs. Là, c'est un écrivain américain qui a parlé de ces jobs à la con, tu vois, où il n'y a pas vraiment de sens. Ouais. Il y a une partie des emplois salariés, surtout dans le service, où il n'y a pas vraiment de sens, tu vois. Donc voilà, il y a tous ces phénomènes de burn-out, alors je sais plus les mots, de blown out, là, c'est cette perte de motivation au boulot parce qu'il n'y a pas de sens, etc. Donc tu vois, cette nouvelle façon de travailler, c'est pas seulement dans la nouvelle façon de travailler, devenir indépendant géographiquement, financièrement, mais c'est avant tout et surtout trouver du sens dans sa vie professionnelle. Ouais, d'accord, parfait. Bah, c'est exactement ce qu'on cherche avec Nouvelle Ère, vraiment. On se rend compte, aussi bien moi qui a 27 ans que Nawel, donc mon associé qui est un petit peu plus âgé, elle a vécu la crise bien avant moi, mais on s'en rend compte de ça, ouais, de la perte de sens. En fait, à mon avis, c'est la globalisation qui fait qu'il y a eu une poussée de jobs un peu partout, mais des jobs finalement un peu robotiques, quoi, sans vraiment grand fond, quoi. Donc c'est sûr que pour s'épanouir, l'humain a besoin de savoir où il va, savoir pourquoi il fait les choses. Et donc là, c'est plus de manière automatique que les gens vivent aujourd'hui, je pense. Ouais, alors en fin de compte, on pourrait dire, c'est un peu ironique, limite un peu contradictoire, c'est que finalement, ce qui entraîne en partie cette perte de sens, ces boulots sans intérêt, c'est quand même en partie lié à la digitalisation de l'économie, tu vois, à une société davantage tournée vers le service, tu vois. Je veux dire, on s'éloigne de l'artisan, tu vois, qui fabrique son meuble, tu vois, de l'agriculteur qui fait pousser, tu vois, c'est du concret, tu vois, il crée, il prend du plaisir, il a le contrôle, etc. Et c'est quand même la mondialisation, la digitalisation, cette économie, tu vois, qui entraîne ça en partie quand même. Et c'est marrant parce qu'on se sert, et du coup, le digital nomadisme, pour le coup, tu vois, on se sert quand même de ça pour nous épanouir. Finalement, se le réapproprie, en fait, parce que c'est ça qui est important, en fait, dans la perte, pour retrouver du sens dans ce que tu fais, pas seulement dans le travail, mais c'est avoir le contrôle, se réapproprier la chose, tu vois, avoir le contrôle, pas au sens négatif comme on pourrait le penser, mais se réapproprier le truc comme un artisan justement qui fabrique son truc de A à Z, tu vois. Et c'est ça qui donne du sens, tu vois, quand tu te réappropries ce sens-là et quand tu mets davantage de créativité dans ce que tu fais, tu vois. Et la créativité, il n'y a pas besoin d'être un artiste, de faire des tableaux, tu vois, et ça, c'est l'avantage d'être indépendant, c'est que tout indépendant, il a un minimum de créativité parce qu'il doit organiser sa journée, donc créer sa journée, créer sa vie, créer son boulot. Rien que ça, c'est de la créativité. Pas besoin d'être un artiste, peintre, etc. Voilà. Bah super, je trouve que c'est génial de finir ce petit podcast là-dessus. Fabrice, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici dans ce beau coworking à Bogota. Et en tout cas, je te souhaite le meilleur et j'espère qu'on se reverra, que ce soit ici en Colombie ou en France ou ailleurs, qui sait. Bah écoute, merci à toi, merci de t'avoir croisé, de m'avoir appelé parce que j'avais fait une interview de toi pour le podcast quand tu vivais à Porto, donc c'est toujours cool de rencontrer après des auditrices, des lecteurs, des personnes que j'ai interviewées, donc c'est toujours sympa. Voilà, donc je te remercie de m'avoir contacté quand tu es passé à Bogota et puis bonne chance et surtout bonne motivation, enfin plein de réussite pour tout. Merci beaucoup. Merci Fabrice. À bientôt.